Quand on regarde des histoires d'horreur sur internet, que ce soit des histoires paranormales, des histoires de tueurs ou simplement des histoires de rencontres effrayantes, on a souvent l'impression que ça se passe dans un seul et même pays, les États-Unis d'Amérique. Et pourtant, l'horreur est une chose qui ne se limite pas aux frontières. Et effectivement, même chez nous, en France, il y a bon nombre d'histoires effrayantes qui méritent d'être racontées. Ça va être le principe de cette vidéo. Je vais vous raconter ici 5 histoires de personnes comme vous et moi qui ont vécu des expériences qui les ont marquées. Des histoires qui nous prouvent encore une fois que ça ne se passe pas que chez les autres, mais que ça peut aussi nous arriver à nous, directement. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. Et si c'est le cas, on est parti pour se lancer dans la première histoire. La première histoire que je vais vous partager sera celle de quelqu'un que nous appellerons Liana. À ce moment-là, elle était âgée de 16 ans. Et comme beaucoup de personnes de son âge, à cet âge-là, elle était en seconde au lycée. Pour contextualiser un peu les choses, elle nous raconte qu'elle avait un groupe d'amis, qu'elle s'était fait au fur et à mesure de ses années d'études, et au fur et à mesure de cette année de seconde, un autre jeune homme a commencé petit à petit à s'intégrer. Initialement, il ne faisait pas partie du fameux groupe. Au début, Liana a remarqué que ce garçon la suivait de plus en plus. Ça pouvait être dans les couloirs du lycée, mais également à l'extérieur de l'établissement. Oui, Liana avait bien constaté que ce jeune homme la suivait même quand elle rentrait chez elle, et étonnamment, dès qu'elle se retournait, ce jeune homme comprenait qu'il avait été repéré et il changeait de direction directement. Ce jeune garçon, Liana l'appelle Erin, un nom fictif pour qu'on puisse l'identifier. Le temps passant, ce fameux Erin a commencé petit à petit à réellement intégrer la bande d'amis dont Liana faisait partie. Et rapidement, Liana a pu constater que ce jeune homme avait un comportement qui la dérangeait. Il était très tactile, voire trop tactile. Et Liana, ça c'est quelque chose qu'elle n'appréciait pas trop, donc elle lui en a fait part. De plus, Liana était sûre d'une chose vis-à-vis d'elle-même, c'est qu'elle n'était pas attirée par les garçons, donc elle lui a fait comprendre que ça ne servait à rien d'essayer de la séduire, car de toute manière, rien ne pouvait être envisageable. Mais c'est tout l'inverse de ce qu'espérait Liana qui s'est produit. Ce jeune homme, Erin, plutôt que de laisser la jeune fille tranquille, s'est montré encore plus insistant. Cette fois-ci, Liana en était sûre, il s'était mis à la suivre réellement. Et au lycée, il draguait Liana ouvertement, et il se montrait très intrusif vis-à-vis de sa vie privée. Il harcelait ses amis pour obtenir des informations concernant Liana, par exemple pour avoir son numéro de téléphone. Les amis, assez embêtés, lui ont donné, et Liana s'est donc mis à recevoir des messages extrêmement régulièrement, ce qui l'agaçait, comme vous pouvez vous en douter, énormément. Cette histoire a duré plusieurs mois. Les moments où Erin suivait Liana se répétaient, où il la draguait, il la touchait, et à un moment donné, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Liana n'en pouvait plus, donc devant tout le groupe d'amis et même d'autres lycéens, elle a littéralement pété un câble, ce qui peut se comprendre, disant qu'elle n'en pouvait plus de le voir, qu'elle ne pouvait plus le supporter, ce qui a créé un certain malaise. Un malaise si grand que pendant quelques jours après, Liana n'a plus eu aucune nouvelle de Erin, et même ce jeune homme a carrément changé de lycée. Liana pensait s'être définitivement libérée de ce jeune homme, mais elle a appris des informations plus tard qui l'ont fait replonger dans cet enfer et qui lui ont démontré à quel point elle était en fait en danger. Ce jeune homme a confié à certaines personnes qu'il avait des plans bien malsains vis-à-vis de Liana. La raison pour laquelle il la suivait à chaque fois, c'est qu'il voulait abuser d'elle de manière intime, sans son consentement naturellement, il voulait la torturer et enfin la tuer. On pourrait se dire que c'était des paroles en l'air, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Mais il se trouve que ce Erin avait en tête des intentions bien réelles. En réalité, la raison pour laquelle Erin avait été renvoyé du lycée où se trouvait Liana, c'est qu'il avait été pris la main dans le sac, si on peut dire, par le corps enseignant. Il a été aperçu avec dans son sac des couteaux, des cutters et même une corde. Et il avait envoyé des messages aux amis de Liana où il disait clairement ce qu'il avait l'intention de faire, donc il n'était pas difficile d'imaginer que tout ce qui l'emmenait au lycée, c'était pour s'en servir à l'encontre de Liana. Finalement, le cas très grave quand même de ce Erin a été pris en charge, c'est-à-dire qu'il n'a pas été réadmis dans un nouveau lycée, il a plutôt été envoyé directement en hôpital psychiatrique. Un internement qui, on l'espère, lui changera radicalement les idées,
car avoir un jeune homme déjà de 16 ans en liberté avec de telles envies, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Et Liana a fait preuve d'un immense courage de traverser cette situation et d'encaisser toutes les informations qu'elle a apprises par la suite concernant les intentions de cet individu à son égard. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre ce que nous raconte Julien alors qu'il est emménagé dans un petit studio, dans un coin calme, un peu à l'écart du reste de la civilisation. Il vivait dans un immeuble ancien, pas très accueillant de ce qu'il décrit, mais lui, c'était quelque chose qui justement lui convenait totalement. Il aimait la solitude, le silence, et ce logement lui apportait tout ce qu'il recherchait. C'est ce qu'il a obtenu au début, jusqu'à ce que tout ne dérape. Les premiers jours, il était en émerveillement vis-à-vis de la nouvelle vie qu'il attendait, mais à un moment donné, un soir, sa quiétude a basculé. Il a reçu un appel d'un numéro inconnu. Lui, un peu par réflexe comme il le dit, a répondu. Il est toujours un peu curieux de savoir qui se cache derrière ce genre de numéro. Tout l'inverse de moi. Après avoir décroché, il y a eu un long silence. Et une voix s'est fait entendre, disant « T'es tout seul, n'est-ce pas ?» Tout de suite, pour Julien, c'était le malaise. Pas de bonjour, pas de présentation, juste cette simple phrase. Donc il a trouvé ça très dérangeant. Il a raccroché immédiatement. Il s'est dit qu'il était la victime d'une blague de mauvais goût, mais il n'a pas arrêté de repenser à cette voix, parce que cette voix était très bizarre pour lui. Elle était pas inhumaine. Pour lui, il le sent, ce n'était pas ici la voix de quelqu'un qui voulait faire une blague. Il y avait quelque chose de bien plus sournois dans tout ça. Quoi qu'il en soit, il a voulu passer à autre chose, car il était assez troublé de ce qu'il avait entendu, mais il a eu, encore une fois, quelques appels derrière, toujours d'un numéro inconnu, et à chaque fois il répondait. Juste pour s'assurer que c'était bel et bien la même personne, et oui, il entendait toujours la même voix, et à chaque fois cette voix en disait un peu plus. Et ce qu'elle disait, c'était extrêmement étrange. Elle donnait par exemple des détails assez précis sur Julien. Et quand on parle de détails, c'est que la personne disait ce que Julien avait pu manger, les vêtements qu'il portait, quels objets se trouvaient dans son appartement, en soi des choses qu'on ne pourrait pas savoir si on n'avait pas une vision directe sur le domicile de Julien. Encore plus troublé, Julien a pris une excellente décision. Cette décision, c'était de ne plus répondre à ces fameux appels. Mais malheureusement pour lui, cette décision n'a pas aidé. Il était toujours appelé, encore et encore. Donc un autre soir, il a pris son courage à deux mains et après avoir décroché et s'être assuré que la personne qui était à l'autre bout du fil était bien celle qui n'arrêtait pas de la harceler concrètement, il a posé la fameuse question. Qui es-tu? Et la voix a uniquement répondu. Tu sais qui je suis, tu me vois tous les jours. En entendant cela, Julien a vu un frisson parcourir son corps. Il a commencé à regarder autour de lui, à se méfier d'absolument de tout et de tout le monde. Il avait l'impression d'être enfermé presque dans une cellule, les murs de son logement lui semblaient plus étroits que d'habitude, l'appartement semblait bien plus froid, clairement il ne reconnaissait pas l'endroit où il vivait. Ces quelques mots lui ont déclenché une situation de paranoïa extrême. Julien a raccroché. Il a essayé de se stabiliser émotionnellement, d'essayer de faire la part des choses, mais il n'y arrivait pas. Les appels, eux, n'aidaient en rien parce qu'il était toujours et encore appelé par ce même numéro. Et ce qui était aussi dérangeant, c'est que les appels étaient toujours la nuit, à la même heure. Et un soir, encore une fois, Julien, partagé entre la peur mais aussi l'agacement, a décidé de nouveau de décrocher, et cette fois-ci, la voix lui a dit « Tu veux que je vienne ?» Ici, pour Julien, c'était le point de non-retour. Il y avait pour lui ici clairement une menace à son égard, donc il a raccroché et il a décidé de bloquer tous les numéros inconnus qui pouvaient l'appeler. Mais encore une fois, ça n'a pas marché. Il ne sait pas comment ni pourquoi. Un autre numéro masqué a réussi à prendre contact avec lui. Julien, encore une fois, ne répondait pas, mais c'est là qu'un événement qui ne s'était jamais produit auparavant est arrivé. Initialement, quand Julien ne répondait pas, la personne de l'autre côté du fil rappelait en continu, mais cette fois-ci, elle a laissé un message sur sa boîte vocale. Julien l'a écouté et cette voix disait cette fois-ci « Je suis déjà là ». Et pour Julien, cette voix avait une tonalité différente. C'est comme si là, cette voix lui murmurait directement dans le creux de l'oreille, et pas au travers d'un téléphone, mais directement de la bouche de cet interlocuteur au creux de son oreille. À ce moment-là, Julien était dans son lit, donc il en est sorti très vite. Il a vérifié dans tout l'appartement, mais il n'a absolument rien trouvé. Toutes les issues étaient fermées, tout était très calme, il n'y avait aucun bruit qui ne se faisait entendre, à part un seul, un léger craquement qui venait du couloir. Julien a retenu son souffle, et ici, à ce moment-là, chose
différente. Quand il a reçu ce message vocal, la personne n'a pas utilisé un numéro masqué, mais un numéro qu'il ne connaissait pas, mais un numéro visible. Donc Julien pouvait là faire une manœuvre qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent, c'était envoyer des messages. Donc il a envoyé « Qui es-tu » et il a reçu plutôt rapidement une réponse. La réponse disait « Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été ». Julien n'a pas réussi à trouver le sommeil pendant la nuit. Il a pris une décision plutôt radicale, emballer toutes ses affaires, partir, déménager. Il a décidé de changer d'adresse et de numéro de téléphone. Il n'a jamais su qui était cette personne qui l'a tourmenté. Il ne veut pas le savoir, mais encore aujourd'hui, quand il reçoit un appel d'un numéro masqué ou qu'il ne connaît pas, il a toujours ce frisson d'imaginer que la personne qui l'a tourmenté l'a retrouvé. Élise, quand elle raconte son histoire, était âgée de 29 ans, mais son histoire prend place quand elle avait l'âge de 21 ans. À ce moment-là, elle vivait dans un studio, pas très grand, 20 mètres carrés, qui se trouvait dans la ville de Paris. Son immeuble faisait face à un autre dans une rue assez petite, à double sens. Concrètement, quelque chose d'assez typique quand on connaît un petit peu Paris. Les façades étaient si proches qu'on pouvait apercevoir chez les voisins d'en face assez facilement. On pouvait même avoir le sentiment qu'on pourrait toucher du bout des doigts le balcon de quelqu'un en face. Notre jeune ami travaillait à ce moment-là, au moment de son histoire, en tant que barmaid, dans un bar qui se trouvait dans la rue où elle vivait, donc c'était très pratique. Et ce bar avait une particularité, c'était qu'il était ouvert jusqu'à des heures assez avancées dans la nuit. Elle avait pas de voiture, pas besoin forcément déjà dans Paris, mais en plus de ça pour aller travailler. Et elle nous dit que d'expérience, elle n'a jamais vécu forcément d'événements traumatisants, elle a toujours eu un caractère assez fort, donc elle n'a jamais été trop craintive. Un soir, en hiver, après son service, elle a traîné un peu avec ses collègues au bar, autour d'une petite bière, histoire de se détendre un peu. Il était presque 6 h du matin quand elle a décidé de rentrer. Elle a mis donc une capuche sur sa tête et elle a commencé son court chemin pour rentrer à la maison. Alors qu'elle était en train de marcher, une voiture de police est arrivée dans sa rue et a commencé à se placer à son niveau. Elle a jeté un petit coup d'œil à l'intérieur, il n'y avait qu'un agent qui conduisait, mais c'est tout. Elle a trouvé ça un peu étrange, mais elle n'y a pas prêté plus attention que ça à ce moment-là. Elle continue son petit trajet et là la voiture s'arrête. Le policier qui était au volant ouvre la fenêtre et propose à Élise de la ramener. Élise, suite à cette proposition, est un peu hésitante et le policier sort du véhicule et la rassure tout de suite. Il dit « Vraiment ne t'en fais pas, si ça peut te rassurer, tu pourras parler avec mes collègues à la radio, mais il faudrait vraiment que tu montes. Je veux pas te faire peur, je veux juste m'assurer que tu rentres chez toi en sécurité. » Finalement, Élise accepte et donc sur le court trajet maintenant en voiture, le policier dit à Élise de regarder dans le rétroviseur. Et c'est là qu'elle voit un homme dans la rue qui fait demi-tour, comme si il s'était trompé de route. Le policier explique qu'il avait déjà remarqué cet homme plusieurs fois et que concrètement il en avait conclu que cet individu suivait Élise depuis quelque temps. Ils sont sur son cas depuis un petit moment, ils ont essayé de l'identifier mais à chaque fois il leur file entre les pattes. Élise est ramenée à bon port, les policiers disent qu'ils vont continuer d'essayer d'attraper cet individu parce qu'ils sont sûrs qu'il a des intentions cachées et potentiellement malsaines vis-à-vis d'elle. Élise passe une nuit assez difficile quand même après avoir appris toutes ces informations. Le lendemain, elle retourne au travail et là, la police, parce que dans la conversation, Élise avait quand même dit où elle travaillait, la police se présente sur son lieu de travail et ils expliquent au patron, au manager de notre ami, la situation. Le patron est sous le choc, donc il propose de payer un taxi à Élise pour réaliser la courte distance entre le lieu de travail et son domicile. Le temps passe un peu, Élise pense que toute cette histoire est derrière elle, mais cette fois-ci, les choses évoluent. Alors qu'elle est chez elle, elle remarque des sortes de flashs lumineux. Au début, elle pense à un orage, mais au fur et à mesure du temps, elle comprend que quelqu'un est à l'origine de ces flashs parce que ça se passe à différentes heures de la journée, même quand il y a un grand ciel bleu. Elle ne sait pas qui est à l'origine de tout ça, elle essaye de passer un peu outre. Peut-être qu'il y a des travaux qui font qu'il y a des flashs ou quelque chose comme ça. Enfin, Élise ne s'intéresse pas plus que ça à la chose et en plus, elle ne fait pas un lien avec ce qui s'était passé quelques semaines auparavant. Pour elle, il y a deux événements dissociés. Et un matin, elle descend pour aller chercher son courrier dans sa boîte aux lettres et elle remarque là qu'une lettre l'attend, mais sans enveloppe. Il y a juste une lettre, un papier. Et il y a des phrases écrites sur ce fameux papier, mais pas écrites à la main. Quelqu'un a en fait découpé des lettres ou des mots dans un magazine et les a collés pour faire des phrases. Et ces phrases disaient des choses vraiment bizarres. Concrètement, il y avait marqué ce que portait Élise comme sous-vêtement la veille. Élise est sous le choc naturellement. En plus de ça, pour aller là où il y a les boîtes aux lettres, il y avait deux portes sécurisées. La première avec un digicode et la deuxième avec un interphone. Donc la personne qui avait laissé cette lettre ne l'a pas postée déjà,
Et en plus de ça, il savait comment rentrer dans l'immeuble. Élise est remontée chez elle, assez dérangée, et le lendemain, dans sa boîte aux lettres, il y avait encore autre chose, une poupée. Et il n'était pas difficile de se rendre compte qu'elle était à l'effigie d'Élise. Cette poupée lui ressemblait. Là, pour Élise, quelque chose de fou se prépare, donc elle en parle autour d'elle. Elle a vraiment besoin d'extérioriser ses sentiments vis-à-vis des événements qui lui arrivent. Certains, beaucoup même, pensent qu'en fait elle est juste la victime d'une blague plutôt glauque, et elle aimerait que ce soit juste ça, juste une blague qui va s'essouffler. Mais les lettres continuent, encore et encore. Ces lettres deviennent de plus en plus tordues, de plus en plus précises. L'expéditeur fait des descriptions d'Élise physiquement, concernant certaines parties de son corps, certaines choses qu'elle peut faire par exemple dans l'intimité de son appartement, et il commence aussi à lui envoyer des objets, des roses, mais aussi des pattes de poule. Pas le meilleur moyen de séduire quelqu'un, je pense ça. Après cela, l'expéditeur devient de plus en plus, j'allais dire malsain, mais je pense qu'il a déjà un bon niveau, mais menaçant. Il commence à imposer à Élise de porter par exemple certains vêtements. Il lui ordonne de quitter son emploi, de s'isoler, de ne plus accueillir de personnes chez elle. Et il promet en échange de tout cela de subvenir à la totalité de ses besoins. Élise n'en a rien fait bien sûr, et un soir elle a invité une amie à dormir chez elle. La nuit s'est passée. Le lendemain, Élise s'est levée un peu plus tôt que son amie. Elle a filé à la douche, et en sortant de la douche, elle aperçoit un nouveau flash. Et là, il y a un témoin avec elle, son amie qui a vu le flash de son côté aussi. Notre jeune amie, elle, s'était un peu habituée à tout ça, du coup, elle n'avait pas le réflexe de se dire il faut faire quelque chose, mais son amie, elle, comprend qu'il y a réellement quelque chose qui se passe, donc elle pousse Élise, et c'est une bonne chose, à aller au commissariat. La police prend l'affaire heureusement très au sérieux. Une perquisition a été menée dans l'immeuble qui se trouvait en face de celui d'Élise, et dans un appartement inoccupé qui était en face de celui d'Élise, ils ont trouvé un trépied, des mégots de cigarettes et des canettes de bière. La police en est sûre, Élise aussi, quelqu'un l'a surveillée. Élise, elle, essaye de ne pas se laisser abattre, elle continue sa vie, elle a même rencontré quelqu'un, elle a commencé une relation amoureuse. Ce nouveau compagnon est passé quelques fois chez elle, et les lettres qu'elle recevait ont commencé à ne plus arriver, elle en a reçu 2 ou 3, et puis après, plus rien. Au total, toute cette période très étrange a duré 6 mois dans la vie d'Élise. Les dernières lettres qu'elle avait pu recevoir avant qu'il n'y ait plus rien étaient les plus menaçantes, il y avait vraiment des menaces d'enlèvement, de torture, ce genre de choses. Avec ces lettres-là, Élise retournait encore une fois porter plainte. Elle faisait bien attention à ne pas toucher directement les différentes lettres, elle mettait des gants pour les mettre dans des sacs, les livrer à la police. Et finalement, l'auteur de ces lettres n'a jamais été identifié. Il n'y avait aucune trace ADN, rien d'exploitable pour la police. Élise n'a jamais su qui était cette personne, pourquoi elle faisait une obsession sur elle, et elle remercie encore chaque jour l'amie qui l'a poussée à aller au commissariat dans un premier temps, parce que si elle n'avait pas été là, elle n'y serait jamais allée, et qui sait comment la situation aurait pu évoluer. Au moment de son histoire, Lena était âgée de 21 ans. Un soir, elle dormait chez une amie, ou en tout cas elle essayait de dormir. Il était aux alentours des 4 heures du matin. Elle était fatiguée, mais malgré tout, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Son amie, elle, par contre, dormait profondément. Mais Lena, elle ne se sentait pas bien. À cette période, elle nous explique qu'elle avait des problèmes psychologiques qui souvent la mettaient mal. C'est-à-dire que, par exemple, elle avait souvent besoin de rentrer chez elle. Elle ne pouvait rien y faire, elle avait ce besoin obsessionnel. Il vivait chez son père, dont la maison se trouvait à une quinzaine de minutes de marche du domicile de son amie, une distance qu'elle avait pour habitude de faire. Donc elle s'est dit, pourquoi ne pas le refaire ici, sachant que j'en ai besoin. Donc elle s'est levée doucement, elle a préparé ses affaires sans faire un bruit, elle a laissé un petit post-it à l'attention de son amie pour la prévenir, et ensuite, elle a quitté la maison. Dehors, l'obscurité était installée partout. Les lampadaires étaient éteints, il faisait un peu frais, on était au mois d'avril, donc Lena a allumé la lampe sur son téléphone pour ensuite commencer sa marche dans la pénombre. Les 2 premières minutes étaient plutôt calmes, et après cela, elle a commencé à ressentir une sensation étrange. Elle avait une sorte de nœud à l'estomac, comme si son instinct voulait lui dire quelque chose. Et 1 minute plus tard, elle a compris ce que son corps essayait de lui faire passer comme message. Il y avait derrière elle une voiture qui roulait très lentement. Et d'ailleurs, elle était presque invisible dans la pénombre car elle roulait sans phare, comme si celui qui était au volant ne voulait pas être vu. Lena a jeté un rapide coup d'œil derrière elle, elle a pu voir que la voiture était rouge, et donc, mal à l'aise, comme je vous l'ai dit, elle a décidé de presser un peu le pas. Elle accélère, elle ne veut pas courir, elle ne veut pas montrer qu'elle est apeurée, et c'est là qu'elle aperçoit un renfoncement dans une rue adjacente. Et sans trop y réfléchir, elle s'y glisse. Et là, elle entend le son de la voiture qui était très léger arriver vers son niveau, et après cela,
elle décide de retenir sa respiration. Tout se passe ensuite très vite. 2 portières claquent et elle entend des voix, 2 hommes. L'un dit « elle était là » ou « elle est passée ». Lena décide de ramper discrètement sous une voiture qui était stationnée. Elle est complètement terrorisée, maintenant elle sait que ces individus la suivaient directement, ils sont là pour elle et elle les entend fouiller les alentours, marcher, s'agiter autour de sa cachette. Et alors qu'elle est focalisée sur les bruits de pas, un autre son attire son attention. Ce bruit, c'est celui d'un téléphone qui vibre. Un des hommes décroche et Lena l'entend dire « on en avait une, mais elle nous a échappé ». Cette phrase, elle s'est mise à résonner dans la tête de Lena. Elle a attendu là, tétanisée, jusqu'à ce que les hommes retournent dans le véhicule et prennent la route. Lena a commencé à compter jusqu'à environ 2000 avant de sortir de son trou. Tout ça pour être certaine que les personnes étaient bel et bien parties et ne l'attendaient pas quelque part. Après, elle est sortie de sa cachette de sous la voiture qui était stationnée, elle était frigorifiée, tremblante, et elle a ensuite couru, comme jamais elle n'a couru auparavant pour rentrer chez son père. Et justement, à 1 minute à peine du domicile de son père, elle a revu la voiture qui l'avait tant terrorisée. Sans s'apprier avec son téléphone, elle a pris une photo de la plaque et elle est rentrée à l'intérieur de chez elle. Heureusement, ceux qui étaient dans la voiture ne l'avaient pas vue. Une fois arrivée, elle réveille son père. Elle lui raconte absolument tout. Et son père, lui, était bien sûr inquiet de l'histoire qu'il venait d'entendre, mais surtout rassuré de voir que sa fille était devant lui, saine et sauve. Depuis ce moment, Lena n'est pas allée porter plainte derrière. Depuis ce moment, elle ne sort plus jamais seule, surtout quand la nuit est tombée. Et elle a développé une vigilance qu'elle caractérise comme presque maladive vis-à-vis des véhicules qui roulent extrêmement lentement et à proximité d'elle. Quelque chose qui, je pense, au vu du traumatisme, peut clairement se comprendre. Camille avait 20 ans quand elle a décidé de partir une semaine dans le Massif central avec des copines, Eva, Zoé et Marcus. Copines et copains du coup. Leur plan, c'était simple, faire des randonnées. Donc pour ça, ils ont décidé d'économiser beaucoup d'argent en louant un Airbnb un peu low cost. C'était une vieille bâtisse en pierre, assez isolée. Il n'y avait pas de voisins, très peu de réseau, voire pas du tout. En gros, dans le logement, le seul endroit où on pouvait avoir du réseau, c'était un peu le truc cliché au fond du jardin en levant le bras bien haut. La route la plus proche était 1 km, donc c'était vraiment, pour vous dire, au milieu de nulle part. Le propriétaire qui a été rencontré quand le groupe est arrivé sur place était plutôt sympa, il leur a donné les clés. Quelques conseils aussi pour faire des balades, des endroits à visiter. Et il a ajouté, petit détail sur le logement, que la grange ne fermait pas et que c'était normal. Camille, elle, a pris la chambre qui se trouvait au rez-de-chaussée, et les 3 autres, eux, avaient décidé de dormir à l'étage. Pendant les 3 premiers jours, tout s'était très bien déroulé. Ils ont fait des feux de camp, des randonnées, des barbecues, ils ont beaucoup rigolé. C'était vraiment des petits jours de paradis. Et d'ailleurs, ils avaient pour habitude tous de plaisanter sur le côté un peu film d'horreur que la maison pouvait avoir. Le truc d'être au milieu de nulle part, dans une vieille maison, etc. Mais justement, c'est la nuit du 4e jour que là, les choses ont basculé. Après un feu de camp improvisé dans le jardin, tous sont allés se coucher vers à peu près 2 h du matin. Camille, elle s'est endormie assez rapidement, elle était fatiguée, mais une demi-heure plus tard, elle s'est réveillée en sursaut. Elle ne sait pas pourquoi, mais quelque chose l'a sortie de son sommeil. Elle nous dit que sa chambre donnait sur le jardin, et qu'en étant dos à la fenêtre, elle pouvait voir avec l'ombre projetée sur le mur ce qu'il se passait. Et ce qu'elle a vu, c'est pas directement au travers de la vitre, mais justement avec l'ombre projetée sur le mur en face, une silhouette qui était immobile. Donc concrètement, il y avait quelqu'un qui était devant sa fenêtre et qui ne bougeait pas. Après ça, elle a entendu des coups, comme si quelqu'un toquait. Elle se dit que c'est probablement ça qui l'avait réveillée. Et encore un peu confuse de son réveil en sursaut, elle se dit que c'est peut-être Marcus qui s'était retrouvé enfermé dehors et donc qu'il toquait à la vitre de Camille pour qu'elle aille l'ouvrir. Donc elle s'est retournée et tout de suite elle a eu la réponse à sa question. La personne qui se trouvait devant la vitre n'était pas Marcus, c'était un inconnu. Il y a eu un silence où Camille n'a pas bougé et la personne a commencé à retaper contre la vitre. Là, le cœur de Camille a commencé à battre très rapidement. Elle a attrapé son téléphone et elle est sortie de la chambre pour aller réveiller les autres. Les autres sont descendus et là, tout le monde a entendu des bruits de pas sur le gravier qui faisait le tour de la maison. Jusqu'au moment où les bruits de pas se sont arrêtés au niveau de la porte d'entrée, une porte que le groupe n'avait pas jugé bon à ce moment-là de verrouiller. Camille s'est précipitée vers des interrupteurs pour allumer les lumières qui se trouvaient à l'extérieur et c'est là qu'ils ont entendu quelqu'un courir. Le groupe s'est précipité à la fenêtre et c'est là qu'ils ont vu que cet individu courait vers une voiture qui était garée à l'extérieur. Et ensuite, l'homme est parti au volant de sa voiture et il a disparu dans la nuit. Tous ont vérifié que les issues étaient bien fermées, ils ont fermé les issues qui ne l'étaient pas et c'est là qu'ils se sont rappelés d'une chose, la fameuse grange qui ne fermait pas, une grange qui donnait directement sur la cuisine. Donc en fait, avec cette grange, on pouvait rentrer dans la maison.
Oui, en soi, cette maison, on ne pouvait pas la verrouiller de part en part. Étant assez paniqué, tout le groupe a décidé de monter la garde pendant la nuit pour s'assurer que personne n'allait revenir. Rappelez-vous, il n'y a pas non plus de réseau, donc pas possible d'appeler la police à ce moment-là. Personne n'osait sortir dans le jardin au bout là pour essayer de capter une barre de réseau et appeler les autorités. Donc le lendemain matin, là, le groupe, rassuré par la lumière du jour, sont sortis. Là, ils ont pu capter du réseau, appeler le propriétaire, qui a été étonné quand même de l'histoire parce que lui avait déjà loué son logement et il n'avait jamais eu d'histoire similaire qui était déjà arrivée. Il a conseillé au groupe d'appeler la police a été contactée, qui ont pris le signalement mais n'ont pas envoyé d'hommes sur le moment, et le groupe a décidé de passer à autre chose. Ils se sont organisés une nouvelle journée en faisant une randonnée, mais la nuit, la frayeur s'était réinstallée. Le groupe a encore fait une nuit blanche, parce que bien que la journée ils aient réussi à penser à autre chose en se baladant, quand la nuit est tombée ça leur a fait ressasser tous les souvenirs. Et cette nuit-là, il ne s'est rien passé. Le lendemain, mauvaise nouvelle. 2 personnes du groupe, Marcus et Zoé, ont reçu un appel indiquant qu'ils avaient des problèmes dans la famille qui leur imposaient en soi un départ imminent. Donc, Camille se retrouvait seule avec la dernière amie, Eva. 2 filles dans ce logement où elles ont déjà connu des choses qui les ont largement dérangées. Donc, elles se sont posé la question de partir ou de rester, mais finalement, il ne leur restait qu'une nuit, donc elles se sont dit pourquoi ne pas la passer. En plus de ça, la nuit précédente avait été calme, donc d'un commun accord, elles se sont dit qu'elles allaient rester. Mais cette fois-ci, toutes allaient dormir à l'étage, et elles ont vérifié avant de dormir que tout était bien verrouillé, etc., etc. Ils ont même mis une table devant la porte de la grange pour la barricader, et vers 3 h du matin, pendant cette nuit-là, Eva a réveillé Camille. Elle était sûre d'avoir entendu un bruit, le bruit d'un choc. Et elle en est sûre, la table qui avait été placée pour bloquer une entrée avait été déplacée, et elle avoue aussi entendre des pas au rez-de-chaussée, des bruits que finalement Camille entend également. Les 2 filles sont donc tétanisées, elles n'osent pas bouger. Eva, discrètement quand même, arrive à se lever, à pousser une armoire contre la porte pour verrouiller l'accès, et Camille, elle, s'est précipitée à la fenêtre, elle a tendu le bras pour essayer de capter un signal, réseau, pour appeler les secours. Et heureusement, elle a réussi. Un miracle. Elle appelle la police, elle explique à voix basse la situation, et la police annonce qu'ils seront sur place dans 30 minutes. L'endroit était isolé, c'était le temps nécessaire pour arriver sur place. Ils ne pouvaient pas faire plus rapidement. Pour 2 personnes qui sont dans cette situation, 30 minutes, c'est très long. Une éternité, clairement, il peut se passer n'importe quoi. Le silence s'installe, les bruits de pas ne se font plus entendre, et c'est là que Camille aperçoit par la fenêtre que la voiture qu'elle avait vue précédemment est garée de nouveau à l'extérieur. Donc elle en conclut rapidement que l'individu qu'elle avait vu pendant la fameuse nuit de terreur à sa vitre est de retour. Eva, elle, pleure parce qu'elle se dit que clairement elle et Camille vont y passer. 30 minutes, c'est largement le temps qu'il faut à quelqu'un pour assassiner 2 personnes sans défense. Mais heureusement, ces 30 minutes passent et la police arrive finalement sur place. Ils entrent prudemment et ils arrivent à trouver l'intrus caché derrière un frigo. Et dans sa main, il avait un couteau. Il se trouve que cet individu ne savait pas que les filles l'avaient entendu et en fait il attendait que l'une d'entre elles ne descende pour l'attaquer. Et l'identité de cet individu n'était pas inconnue. C'était un ami du propriétaire des lieux. Il savait que la maison était occupée à ce moment-là et la police le connaissait aussi de son côté parce que c'était un homme qui avait déjà été condamné pour des histoires d'agression sur des femmes, sur des histoires d'abus intimes. Camille et Eva ont appris tout cela, bien sûr, la police leur a fait un retour et elles sont convaincues et horrifiées d'apprendre clairement ce qui leur serait arrivé si jamais elles n'avaient pas entendu les bruits pendant cette fameuse nuit. Depuis, Camille, elle, a pris une résolution, ne jamais relouer quoi que ce soit sur Airbnb, de peur que ce genre de situation n'arrive, et l'homme, lui, cet intrus, n'a été condamné qu'à quelques mois de prison seulement. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires, j'espère qu'elles vous ont plu. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Pour me rejoindre sur Instagram, ça se passe juste ici, AkenTV, pour suivre les actualités de la chaîne, petites photos, petites stories, des petits partages de ma vie, mais aussi, si vous souhaitez me partager une histoire effrayante qui vous est arrivée, ça se passe principalement là-bas. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez que votre histoire soit partagée en vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!